Rappelez-vous le 1er janvier dernier. L'illusion collective. Partout dans le monde, des millions d'individus se sont réveillés avec une conviction inébranlable. Cette année sera la bonne. Cette année, je perds du poids. Cette année, je lance mon entreprise. Cette année, j'arrête de fuir. Les salles de sport étaient remplies à craquer. Les rayons des librairies de développement personnel étaient dévalisés. Les applications de méditation tournaient à plein régime. Une armée de soldats de l'idéal, gonflés à bloc par une motivation brûlante. Avancez maintenant le temps de quelques semaines. Nous sommes mi-février. Que reste-t-il de cette armée? Rien. Un massacre silencieux. Les salles de sport se sont vidées. Les baskets neuves prennent la poussière dans l'entrée. Les carnets de projets sont abandonnés sur une table de nuit. L'enthousiasme s'est évaporé, remplacé par une culpabilité sourde, cette petite voix écœurante qui murmure. Tu vois, je te l'avais dit. Tu n'es pas fait pour ça. Tú es incapable de changer. Si une entité extraterrestre étudiait notre espèce, elle serait fascinée par ce cycle pathétique. Nous sommes des créatures capables d'envoyer des télescopes photographier les confins de l'univers, de scinder l'atome, de créer des intelligences artificielles. Mais nous sommes viscéralement incapables de résister à une part de gâteau au chocolat, ou de lire 10 pages d'un livre au lieu de scroller sur un écran lumineux. Nous vivons dans le culte de la transformation fulgurante. Le cinéma, la publicité, les réseaux sociaux nous ont lavé le cerveau. Ils nous ont vendu le mythe du montage d'entraînement, façon Rocky Balboa. 3 minutes de musique épique, de sueur et de larmes, à l'issue desquelles le héros est transformé. Mais le monde réel ne possède pas de musique de fond. Le monde réel est d'une froideur et d'une lenteur absolue. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe le plus destructeur de notre époque, la motivation. Nous allons ouvrir un livre qui n'est pas un roman, mais un traité de physique comportementale. Atomic Habits, de James Clear. Traduit en français par un rien peut tout changer. Ne vous y trompez pas. Sous ces airs de manuel de productivité, ce livre cache une philosophie d'une violence inouïe envers votre ego. Il nous apprend que nos échecs ne sont pas des accidents, mais des calculs mathématiques inévitables. Et que la seule façon de reprendre le contrôle de votre existence, c'est de comprendre la loi fondamentale de l'univers, l'accumulation marginale. Commençons par balayer une idée reçue. Vous pensez que ce qui vous sépare du succès, c'est un manque de grands objectifs. Vous pensez que vous ne réussissez pas parce que vous ne visez pas assez haut. C'est faux. James Clear pose un postulat qui détruit cette croyance en une phrase. Les gagnants et les perdants ont exactement les mêmes objectifs. Chaque athlète qui se présente aux Jeux Olympiques a pour objectif de gagner la médaille d'or. Chaque candidat à un entretien d'embauche a pour objectif d'obtenir le poste. Si les gagnants et les perdants partagent le même but, alors le but n'est pas ce qui différencie le succès de l'échec. Ce qui fait la différence, c'est le système. L'architecture de l'esprit stoïcienne ne s'intéresse pas au fantasme de grandeur. Elle s'intéresse à la mécanique implacable de l'instant présent. On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes. Pour comprendre cela, utilisons une analogie financière élémentaire, les intérêts composés. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. En finance, si vous investissez une petite somme et que vous réinvestissez les profits chaque année, la courbe de votre capital commence par être désespérément plate. Mais au bout d'un certain temps, elle s'envole de manière exponentielle. L'argent produit de l'argent. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration personnelle. Être 1% meilleur chaque jour ne se remarque pas. C'est invisible à l'œil nu. Si vous lisez 10 pages aujourd'hui, vous n'êtes pas un érudit ce soir. Si vous allez à la salle de sport aujourd'hui, vous n'êtes pas musclé demain. Mais mathématiquement, si vous vous améliorez de 1% chaque jour pendant un an, vous serez 37 fois meilleur à la fin de l'année. 37 fois. À l'inverse, si vous vous dégradez de 1% chaque jour, vous déclinerez presque jusqu'à 0. Le problème de notre société moderne, gavée à la dopamine de TikTok et de la gratification instantanée, c'est que nous sommes devenus aveugles à l'exponentiel. Nous exigeons un retour sur investissement immédiat. C'est ce que l'auteur appelle le plateau du potentiel latent. Imaginez un glaçon posé sur une table, dans une pièce où il fait -5 degrés. Le glaçon est dur, immobile. Vous chauffez la pièce. -4 degrees. -3 degrees. -2 degrees.
minus 1 degré. Vous avez fourni de l'énergie. Vous avez travaillé. Mais le glaçon n'a pas bougé d'un millimètre. Visuellement, rien ne s'est passé. Votre effort semble inutile. Puis, la température passe à 0 degré. Et soudain, le glaçon commence à fondre. L'énergie que vous avez déployée entre -5 et -1 degré n'a pas été gaspillée. Elle a été emmagasinée. Elle préparait le changement d'état. C'est exactement ce qui se passe quand vous essayez de construire une habitude. Vous travaillez pendant des semaines, des mois, sans voir le moindre résultat sur votre compte en banque, sur votre corps ou sur vos compétences. Vous entrez dans ce que l'on appelle la vallée de la déception. C'est là que 99% des gens abandonnent. Ils pensent que l'absence de résultats visibles est la preuve de leur incompétence. Désolé de vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas incompétent, vous êtes simplement impatient. Vous pleurnichez parce que le glaçon n'a pas fondu à -2 degrés, en ignorant totalement les lois de la thermodynamique de votre propre cerveau. L'application de ce principe dans le monde du sport de haut niveau a un nom, l'agrégation des gains marginaux. Au début des années 2000, l'équipe de cyclisme britannique était la risée du monde. Ils n'avaient presque rien gagné en un siècle. Ils engagent Dave Brailsford. Son approche ? Ne pas chercher de révolution. Chercher 1% d'amélioration dans tout. Ils ont redessiné la selle des vélos pour qu'elle soit plus confortable. Ils ont frotté les pneus avec de l'alcool pour une meilleure adhérence. Mais ils sont allés jusqu'à tester quel type de gel de massage permettait la récupération la plus rapide. Quel oreiller offrait le meilleur sommeil à leurs athlètes. Quelle façon de se laver les mains évitait le plus d'infections. Des centaines d'améliorations de 1%. Invisibles individuellement. Mais agrégés ? 5 ans plus tard, ils dominaient le cyclisme mondial de manière écrasante. Ce qui dépend de vous, ce n'est pas de remporter le Tour de France de votre propre vie aujourd'hui. Ce qui dépend de vous, c'est d'aller chercher le 1% aujourd'hui. D'agir non pas en fonction des résultats visibles, mais en fonction de la rigueur mathématique du processus. Agir ou abandonner au seuil du changement. Mais si la théorie est si simple, si c'est juste une question de mathématiques et de 1%, pourquoi est-ce si douloureux? Pourquoi échouons-nous avec une telle constance? Parce que nous nous trompons de champ de bataille. La majorité des gens essaient de changer leurs habitudes en se concentrant sur ce qu'ils veulent obtenir. Les résultats. Je veux perdre 10 kilos. Je veux écrire un livre. Je veux arrêter de fumer. Certains, plus intelligents, se concentrent sur ce qu'ils veulent faire. Le processus. Je vais courir 3 fois par semaine. Je vais écrire 500 mots par jour. Mais c'est encore insuffisant. Le changement ne devient permanent que lorsqu'il atteint la 3e couche de l'architecture de l'esprit, la couche la plus profonde et la plus dangereuse à manipuler, votre identité. Ce que vous croyez être. James Clear prend un exemple foudroyant. Imaginez 2 fumeurs à qui l'on propose une cigarette. Le premier dit « Non merci, j'essaie d'arrêter ». Cela a l'air d'une réponse raisonnable. Mais psychologiquement, c'est une défaite. Cette personne se considère toujours comme un fumeur qui est en train de faire un effort surhumain pour ne pas fumer. Son identité n'a pas changé. Elle lutte contre elle-même. Le deuxième dit « Non merci, je ne suis pas un fumeur ». La nuance est minuscule, mais la différence est cosmique. Il ne s'agit plus de repousser une tentation. Il s'agit d'une affirmation identitaire. Fumer ne fait plus partie de son code source. C'est ici que l'épreuve stoïcienne prend tout son sens. Le comportement qui est en dissonance avec votre identité ne durera pas. Vous pouvez vous forcer, grâce à la motivation, à vous lever à 5 heures du matin pour travailler. Mais si au fond de vous, vous vous identifiez comme une victime, comme un procrastinateur, ou comme quelqu'un qui n'a pas de chance, votre ego trouvera un moyen de saboter vos efforts pour vous ramener à votre zone de confort identitaire. Vous finirez toujours par agir en accord avec la personne que vous croyez être. Alors, comment on change cette identité? Pas en répétant des mantras ridicules devant un miroir. L'identité se forge par la preuve. Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Si vous allez à la salle de sport, même pour 15 minutes, vous votez pour l'identité « Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». Si vous ouvrez un livre au lieu de scroller sur votre téléphone, vous votez pour l'identité « Je suis un lecteur ». Vous n'avez pas besoin d'une élection unanime. Vous avez juste besoin de la majorité des votes au fil du temps. Mais attention,
Cette prise de conscience s'accompagne d'un fardeau insupportable pour l'ego, le fardeau de la responsabilité absolue. Si chaque petite action est un vote, alors vous ne pouvez plus accuser la fatalité. Vous ne pouvez plus accuser la génétique, la politique ou l'économie pour votre manque de résultats. La douleur de l'échec est de votre responsabilité. Quand vous choisissez de rester dans votre canapé, ce n'est pas un moment de repos innocent. C'est un vote. Un vote pour la médiocrité. Vous êtes en train de forger, atome par atome, l'identité d'un lâche. C'est cela, la véritable douleur de l'épreuve. Ce n'est pas la douleur de l'effort physique. C'est l'ennui. C'est l'aridité de la répétition. Le professionnel, le gagnant, ce n'est pas celui qui est motivé tous les jours. La motivation est une émotion, et par définition, les émotions sont volatiles, éphémères, traîtresses. Le professionnel est celui qui est capable de supporter l'ennui de faire exactement la même chose, tous les jours, avec la même rigueur, même quand il déteste ça. Surtout quand il déteste ça. C'est l'alchimie dont nous parlions dans la première vidéo. Transformez le plomb de votre fatigue quotidienne en l'or de votre identité future. Le creuset n'est pas un événement dramatique. Le creuset, c'est ce mardi soir, à 20h, quand il pleut, que vous êtes fatigué après le travail, et que vous devez choisir entre la facilité de l'écran et la douleur de la discipline. Il nous reste un dernier rempart à abattre. L'illusion du contrôle absolu par la volonté. Nous avons vu dans la vidéo sur l'homme D à quel point nous étions des algorithmes prévisibles. James Clear le confirme avec une brutalité pragmatique. La volonté est une ressource épuisable. La discipline pure, à la force du poignet, est une stratégie de perdant sur le long terme. Les personnes qui semblent avoir le plus de self-control sont en réalité celles qui ont le moins besoin de l'utiliser. Elles ont compris un principe fondamental. Vous êtes le produit de votre environnement. D'un point de vue évolutif, notre cerveau est une machine de reconnaissance de motifs. Il associe des lieux à des actions. Le canapé est associé au repos. La table de la cuisine à la nourriture. Le téléphone à la dopamine. Si vous essayez de lire un livre complexe affalé sur votre lit, avec votre téléphone qui vibre à côté de vous, vous demandez à votre cerveau de lutter contre des milliers d'années d'évolution. C'est un combat perdu d'avance. L'architecture de l'esprit stoïcienne passe par l'architecture physique de votre environnement. Ce qui dépend de vous, c'est de concevoir votre espace pour que les bonnes habitudes soient la voie de la moindre résistance et que les mauvaises habitudes soient physiquement difficiles à accomplir. Vous voulez manger sainement? Cessez de faire appel à votre volonté devant le placard à 23h. La bataille ne se gagne pas dans la cuisine, elle se gagne au supermarché. Si la malbouffe n'entre pas chez vous, vous n'aurez pas besoin de volonté pour ne pas la manger. Vous voulez travailler sans distraction? Prenez la batterie de votre téléphone, donnez-la à quelqu'un, ou mettez le téléphone dans une boîte verrouillée dans une autre pièce. Augmentez la friction de vos vices. Réduisez la friction de vos vertus. Cessez de croire que vous êtes un être purement rationnel capable de dominer ses instincts par la seule force de la pensée. Vous êtes un animal biologique réagissant à des signaux visuels et chimiques. Traitez-vous comme tel. Devenez le designer de votre propre prison pour que cette prison devienne le seul endroit où vous ne pouvez faire qu'une chose. Forgez votre légende. L'autodiscipline n'est pas une punition. C'est l'aménagement méticuleux de votre environnement pour que le choix difficile devienne le choix évident. Sortons du livre. Sortons de la psychologie et des méthodes. Prenez une respiration lente. Levez la tête de ce que vous êtes en train de faire. Regardez le monde physique qui vous entoure. Regardez les bâtiments par la fenêtre. Les routes. Les ponts. Comment la nature construit-elle l'immensité? Comment la nature creuse-t-elle le Grand Canyon? Pas avec une explosion soudaine. Pas avec de la motivation. Elle le fait avec l'érosion. Une goutte d'eau. Puis une autre. Puis 1 milliard d'autres. Jour après jour, millénaire après millénaire, avec une constance implacable, terrifiante. Une goutte d'eau finit par trancher la roche la plus dure de la planète. L'agrégation des gains marginaux est la loi fondamentale de l'évolution cosmique. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec votre propre vie. Chaque minute de votre existence n'est pas un bloc de temps isolé. C'est un atome. Vous êtes en train de construire un empire avec de la poussière. Chaque pensée, chaque action, chaque moment de faiblesse ou de courage est un coup de burin sur le marbre de votre existence.
Vous pensez peut-être que ce que vous faites aujourd'hui n'a pas d'importance. Que rater une séance, scroller 1 heure de plus, manger cette chose de plus, ne changera pas la face du monde. À l'échelle cosmique, vous avez raison. Le soleil explosera, les océans s'évaporeront, et toute trace de la civilisation humaine sera effacée du registre de l'univers. À l'échelle de l'infini, vos échecs et vos succès valent la même chose, 0. Mais c'est précisément ce vertige qui rend l'instant présent si sacré. Puisque le temps détruira tout, votre seule raison de vivre, votre seule dignité face au néant absolu, c'est la sculpture de vous-même. C'est l'architecture de votre propre esprit. Vos habitudes ne sont pas des tâches sur une liste de productivité. Vos habitudes sont l'incarnation physique de votre respect pour votre propre vie. Elles sont la preuve que vous refusez d'être une simple victime de l'entropie. Le temps passera de toute façon. Le temps est la seule monnaie que vous dépensez sans jamais pouvoir la regagner. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez quelque part. Mais où? Serez-vous le produit de vos peurs, de vos excuses et de la facilité? Ou serez-vous le chef-d'œuvre forgé par l'accumulation brutale et invisible de votre discipline quotidienne? Le glaçon est sur la table. La température est à -2 degrés. Rien ne semble bouger. Tout le monde autour de vous abandonne et retourne au confort de la chaleur artificielle. La vallée de la déception est là. Devant vous. Elle est sombre, elle est longue, elle est silencieuse. Mais c'est le seul chemin vers le sommet. La seule question qui reste, c'est de savoir si vous avez le courage d'attendre la fonte.